Enfin, un matin sans pluie, alors que pourtant nous sommes en pleine saison sèche. Mais sur ces côtes, rien n'est vraiment comme ailleurs. Nous sommes à l'ouest de la Papouasie indonésienne. Cette région peu explorée que nous allons parcourir se situe sur les bords de la mer d'Arafura. Le long de cette côte presque inhabitée, c'est le calcaire qui domine. Ici, on le retrouve sous toutes ses formes. Îles, îlots, roches, grottes, falaises. Et chacun de ces endroits, chacune de ces baies cache quelque chose. Nous allons donc essayer, en pirogue, de découvrir quelques-uns de ces mystères. L'eau est la seule voie pour pénétrer dans ce dédale d'îlots. Il sera impossible de tous les visiter, même si la tentation en est grande. Impossible aussi, depuis l'embarcation, de voir ce qui se trouve sur ces îles. La jungle y est bien trop épaisse. La navigation est difficile car la pirogue n'est absolument pas stable. Elle a été fabriquée ici, dans la région, il y a très longtemps, à partir d'un tronc d'arbre. Mais depuis, le bois s'est fendu et l'eau s'infiltre sans cesse. Dans ces conditions, inutile de pagayer plus longtemps. Nous nous arrêterons tout d'abord ici. Après les fuites du bateau, voici un autre problème. Les rochers. L'île est bordée de falaises de calcaire extrêmement coupantes. Pour gravir les quelques 30 mètres qui mènent au sommet, il faut trouver d'autres prises. Première découverte, une grotte. Mais aussi des débris. Le sol en est jonché. Cela fait plus de 100 ans que les Papous de la région ont arrêté de déposer leurs morts dans ces abris naturels face à la mer. Ces tombes étaient souvent richement ornées d'offrandes. Des porcelaines, des poteries, des haches de pierre polies, des bijoux en bronze et des parures de coquillages. Les gens amenaient ici uniquement les os des défunts qu'ils déposaient dans des boîtes ou dans des pirogues de petite taille. Le tout était placé sur une plateforme, souvent soutenue par des sculptures en bois. Des crânes. Ils se fondent presque dans le paysage, dans l'écrin de calcaire qui les accueille depuis si longtemps. La grotte renferme plusieurs passages. L'un d'entre eux monte vers le fond de la caverne. Un petit couloir, comme une incitation à la curiosité. La caverne est habitée. Un marsupial, comme en Australie. Ce spécimen est l'opossum le plus rare et le plus difficile à observer. Les biologistes ne connaissent presque rien de son mode de vie. C'est parce qu'il vit dans ces régions reculées et difficiles d'accès, mais surtout parce qu'il passe la majeure partie de son temps dans ces grottes, accessibles uniquement par la mer. L'animal n'est pas farouche. Il était probablement en train de dormir, car le possum est un animal nocturne, et ça n'est qu'à la tombée de la nuit qu'il se réveille pour sortir de sa grotte et s'en aller se nourrir de feuillage. Sinon, le reste du temps, il se cache, fuyant ses uniques ennemis, les serpents et les varans. Ses pattes ont 5 doigts avec d'énormes griffes, typiques des marsupiaux arboricoles. Il faut quitter cet animal attachant car le temps passe et d'autres sites nous attendent. Notamment ces tout petits îlots d'à peine 30 mètres de diamètre et 15 mètres de hauteur. Il y en a un peu partout. Ils sont si petits qu'ils ne doivent pas renfermer grand-chose, mais sait-on jamais. Qui aurait pu imaginer cela? Il y a encore plus de squelettes qu'auparavant. Voilà une sépulture d'un autre genre. Déjà, elle est placée au niveau de la mer. Ensuite,
Les os sont simplement entassés là, les uns sur les autres. Pas d'offrande, pas de cercueil, pas de décoration. Il doit y avoir ici au moins une vingtaine de personnes. L'île est si petite qu'on en fait le tour en 1 minute. De l'autre côté, un nouveau tombeau. Mais ici, à l'abri des vagues et du vent, les offrandes sont bien mieux conservées. C'est en signe de reconnaissance, et pour accompagner leurs parents dans leur dernier voyage, que les papous déposaient leurs offrandes. Les outils et les porcelaines du défunt. Cet îlot est remarquable. Des centaines d'âmes s'y sont évaporées dans les airs, à l'écart de l'agitation des villages. Il n'y a pas un souffle de vent. Des conditions qui facilitent la manœuvre, car la pirogue ne possède pas de quilles et habituellement, elle se laisse plus volontiers guider par les courants que par les pagaies. Un nouveau site, caché en plein cœur d'une jungle épaisse. Il s'agit en réalité d'une caverne immense. Et puis il y a les bruits, le bruit. Il y a là des milliers de chauves-souris. À y regarder de plus près, il y en a de plusieurs sortes. Curieusement, en effet, ce sont 6 espèces différentes qui se côtoient dans la grotte. Certaines sont minuscules et mesurent 4 cm de long. D'autres énormes avoisinent les 40 cm. Elles vivent toutes là, trouvant assez de nourriture au dehors, entre les fruits et les insectes. Mais les chauves-souris ne sont pas les seules à trouver ici de quoi se nourrir. Au fond de la cavité, un très long serpent a élu domicile. Les prédateurs profitent souvent du grand nombre de chauves-souris et trouvent ici de quoi se nourrir facilement. C'est le cas de ce python qui attend patiemment le passage d'un de ces mammifères volants à sa portée. C'est d'ailleurs le plus grand serpent de Papouasie. Il peut atteindre les 8,50 m. S'il continue à chasser ici, celui-là les atteindra bientôt. Un python améthyste tel que celui-ci peut être dangereux. Sa morsure n'est certes pas mortelle pour l'homme, mais elle est très douloureuse. De plus, sa rapidité est telle qu'il ne laisse bien souvent aucune chance à ses proies. Sur les parois de la caverne se promènent aussi passablement d'araignées. Elles sont venimeuses, mais pas dangereuses tant qu'on les laisse tranquilles. L'une d'entre elles est en plein festin. Elle dévore un criquet. Après la fonte des glaces, il y a 7000 ans environ, le niveau de l'océan s'est élevé progressivement, créant petit à petit une superposition de corniches. Aujourd'hui, l'eau est redescendue, laissant ces abris sous roches, rendant l'accès au sommet très difficile. Toutefois, la chance est au rendez-vous. Un tronc de palmier basculé dans la mer va servir d'échelle. Mais voilà le must de l'exploration, les peintures rupestres de Caïmana. On trouve toutes sortes de dessins sur ces parois. Animaux, créatures, humains, outils. Mais peu de scènes de la vie de tous les jours. En général, ce sont des représentations sacrées. Malheureusement, on ne saura jamais vraiment la vérité qui se cache derrière toutes ces peintures. Leurs secrets ont disparu avec les peuples qui les ont peints.
Ces dessins nous interpellent du fond des âges. Leurs lignes épurées rendent ces images presque naïves. Pourtant, elles ne sont pas du tout hasardeuses, ni innocentes. Les ancêtres des différentes tribus papous ont peint beaucoup de visages. Ce sont les leurs, le plus souvent des barbus souriants. Dans la tradition locale, la tête reflète le pouvoir, l'endroit où l'on décide, l'esprit. Ces représentations évoquent aussi quelquefois des personnes au travail qui bêchent le sol à l'aide d'herminettes. Ou parfois encore des gens qui dansent, qui semblent faire la fête. Il y a aussi des figures emblématiques d'animaux, qui témoignent de l'importance qu'accordaient ces hommes à leur environnement. Elles évoquent la faune régionale, les oiseaux, les espèces aquatiques comme les baleines ou les dauphins. Et puis il y a les lézards, les énormes varans et les crocodiles, dont les images sont omniprésentes sur ces rochers. Des reptiles dangereux qui vivent toujours à Caïmana, mais que les hommes ont peut-être peints avec la conviction d'être ainsi protégés de leurs morsures. Les croyances se cachent également derrière des figures plus abstraites, notamment des formes mi-humaines, mi-animales, des matutu'o, comme les appellent les indigènes. Ces personnages sacrés, comme l'ensemble de ces dessins, n'ont pas qu'un but décoratif. Ils ont pour fonction de permettre également de rentrer en contact avec l'au-delà, de passer de notre monde à un autre monde. À vrai dire, ces symboles soulèvent à peine un coin de voile sur les mystères de la spiritualité des peuples disparus qui les ont peints. Une partie des ancêtres des Papous sont probablement des aborigènes venus d'Australie, qui ont migré sur les côtes de Caïmana en franchissant les quelques 50 km de basses eaux qui séparaient leur continent de l'île de Nouvelle-Guinée. On sait que ces peintures sont là depuis plus de 3000 ans. Différents moyens étaient utilisés. On peignait avec un pinceau, avec les doigts ou alors en projetant la couleur avec la bouche. Cette technique était répandue dans le monde entier et on retrouve ici les mêmes motifs que dans le Sahara ou dans les grottes ornées d'Europe. Les mains en négatif. C'est assez facile à faire. À la base, il y a l'ocre, cette terre d'argile que les oxydes de fer rendent jaune ou rouge mêlés de brun. Il faut tout d'abord extraire cette matière minérale des veines du rocher. Puis, pour transformer l'ocre en un liquide légèrement pâteux, il suffit de le mettre dans sa bouche, de prendre une petite gorgée d'eau et de malaxer le tout. Enfin, une fois la main placée en pochoir, il ne reste plus qu'à pulvériser la couleur en pinçant les lèvres. Et voilà le travail qu'il faut absolument détruire pour ne pas fausser les recherches des archéologues. Hey, c'est la Mazzore! L'endroit n'est pas désert. Curieux, un habitant de la côte est venu s'enquérir des raisons de ce remue-ménage. Assir, c'est son nom, habite à 5 km de là, à Maïmaï, et il s'exprime en dialecte maharasi, un langage qui n'est parlé que par les gens de son village. Ce sont les Papous qui ont dessiné cela? Non, pas du tout. Ce sont les esprits, les hommes du ciel. Les hommes du ciel. Qui sont-ils, ces hommes venus des nuages? Assir évoque-t-il, comme sur l'île de Pâques ou chez les Mayas, les traces énigmatiques et trop floues d'une civilisation extraterrestre? Ou ces visages ne sont-ils que de simples représentations d'esprits invisibles? C'est ici depuis combien de temps? Quand j'étais petit, elles étaient déjà là. Ces peintures sont là depuis toujours. Il y en a partout. Dans la baie, là-bas, et dans l'autre, derrière. Il y a pas mal de mélanges dans ces peintures. Poissons, humains. Regarde, là, c'est un crocodile. Et ici, la tête d'un homme. Et un autre, juste là. Viens avec moi, on va voir les autres. Regarde celui-là. On dirait qu'il tient une belle brochette de poisson dans la main.
Et là, ce sont des oiseaux. Il y en a plein dans la forêt. Ce sont des casoars. Et ça, dans notre dialecte, c'est un rouini. Non, un rouini, un dugong. On en voyait beaucoup autrefois. Là, c'est une main, tu vois? Oui, une main d'enfant. Là, c'est un mur que j'aime pas trop. Quand je le regarde, j'ai peur. C'est un esprit malfaisant, ça nous fait très peur. Assir, comme tous les habitants de la région, ne sait pas d'où provient ce spectre maléfique qui fait tellement peur que personne ne veut l'approcher. Il craint aussi de regarder toutes les autres figures des divinités qui l'entourent, obscures, venues d'on ne sait où. Assir est comme la plupart des Papous. Il s'intègre parfaitement à son environnement. Lui qui est partagé entre de sombres superstitions et son émerveillement pour les beautés de la nature, n'est-il pas tout aussi contradictoire que ce monde qui l'entoure? Ce monde marin, paisible, qui pourtant, comme ici, s'assombrit soudain en une jungle épaisse et mystérieuse. La mangrove. La mer y pénètre par des canaux de plus en plus étroits. Il faut réussir à se faufiler entre les innombrables racines de palétuviers et de mangliers, en essayant à tout prix d'éviter d'accrocher un flotteur et de le casser. Cet enchevêtrement de racines sert de rempart efficace, protégeant la forêt et les animaux des grandes marées. Mais cela fonctionne dans les deux sens. La même barrière sert aussi de filtre qui empêche les alluvions d'aller se propager en mer et de polluer le récif corallien. Partout, des bois émergent de l'eau salée. Ce sont des pneumatophores, des petits tubes qui permettent à ces arbres plantés dans la vase de pouvoir respirer. À part 4 espèces de feuillus, seuls quelques rares champignons et quelques plantes parasites s'accrochent à ce milieu hostile. L'eau salée et les fortes concentrations de gaz dues à la pourriture sont un frein sérieux à la croissance des plantes. Le climat est lourd et étouffant. Ces lieux sont un refuge, un endroit où les alevins passent les premiers jours de leur vie. Mais cette vaste maternité est aussi un immense garde-manger et certains serpents le savent bien. Ce spécimen est déjà relativement grand. Il mesure 1,5 mètre de long. Il fait partie de la même famille que les redoutables taïpans, les serpents les plus venimeux du monde à cause de la quantité et de la puissance des doses de venin qu'ils injectent à leurs victimes. Ce n'est pas étonnant de trouver ce serpent ici. C'est un laticoda, une espèce marine côtière qui vit sur les récifs coralliens et dans la mangrove. Contrairement aux autres serpents marins, celui-ci peut passer de longs moments hors de l'eau et couvrir de grandes distances sur la terre ferme. C'est un animal qui n'est pas du tout agressif, mais qui possède un venin extrêmement puissant. Si les arbres ont trouvé leur technique de respiration, les crabes violets ont eux aussi inventé la leur. Incapables de capter l'oxygène dans l'air, ils font des bulles afin de dissoudre cet oxygène dans l'eau et pouvoir ainsi l'absorber facilement. Le temps passe vite en explorant cette splendide région,
où la nature a su protéger le passé et maintenir le présent. Quant à l'avenir, reste à savoir si l'homme ne va pas le compromettre définitivement en cherchant à exploiter ces lieux préservés plutôt qu'à les comprendre. Cela peut paraître étrange, mais c'est la réalité. Cette montagne de sable est en fait un nid d'oiseaux. Le mégapode le construit tout au long de l'année. Plus il est gros, plus il attirera de femelles. Celui-ci est abandonné, mais là, il y en a un en pleine construction. Malheureusement, l'oiseau est timide et difficile à observer. La forêt abrite aussi des insectes et des reptiles. Il y aurait certainement beaucoup de regards à porter sur les alentours, sur ces petits animaux qui, eux aussi, ont trouvé leur équilibre dans cette jungle. Mais c'est bientôt la fin de la journée et le besoin de profiter des derniers rayons du soleil incite à ne pas s'attarder à cet endroit et à poursuivre la progression afin de dénicher d'autres surprises avant la nuit. Après une demi-heure de marche, la dernière récompense du jour est peut-être arrivée sous la forme d'un petit lac. Il n'est pas profond, 1 mètre à peine. Une simple plongée en apnée va permettre de le sonder. Le lac est salé et sa température très agréable. Dans ces eaux calmes, quelques petits poissons ont installé leur logis. Des gobies et des apogons. Plus loin, un banc de magnifiques archers se déplace. Ils sont tellement absorbés par la chasse qu'ils mènent près de la surface pour attraper des insectes qu'ils en ignorent du même coup une tortue d'eau qui se laisse glisser au même endroit. Mais la dernière grande satisfaction du jour ne sera pas cette tortue. En fin de journée, de retour dans la baie, ça n'est ni plus ni moins qu'un dugong qui nous attend. La rencontre est tout simplement extraordinaire. Il ne faut surtout pas en perdre une miette. Ce mammifère marin est un animal très rare. Il est résolument calme et pacifique. Il passe son temps à brouter les algues au fond de l'eau, d'où son surnom de vache de mer. Le dugong est un cousin du lamantin, un autre mammifère des mers. Mais il est encore plus placide et plus sociable, ce qui n'est pas peu dire. Chassé par l'homme depuis des centaines d'années pour sa chair, contaminé par la pollution, le dugong est devenu aujourd'hui l'un des mammifères marins les plus menacés d'extinction. Selon les scientifiques, leur population mondiale n'excède désormais guère plus de 65 000 individus. Celui-ci est sans doute venu se réfugier dans ces eaux claires, loin des dangers, au calme, pour y respirer aussi l'air pur, comme il le fait ici toutes les 5 minutes. Paisiblement, le dugong met fin à la rencontre. Il s'éloigne pour se réfugier plus loin, au cœur de Kaimana. Il y a 3000 ans, quand les ancêtres d'Assir ont peint les roches de Kaimana, le dugong était sûrement un animal sacré. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas et il est devenu très rare d'en rencontrer un. Au lieu de fermer les yeux sur les coupes de bois illégales qui détruisent petit à petit les jungles des environs, le gouvernement indonésien ferait mieux de prendre des mesures pour protéger ces endroits hors du commun qui font de Kaimana une région unique.